Le bulletin émission du 23 janvier 2015. Aujourd'hui, nous parlons de l'austérité et de ses impacts avec un chercheur de l'Institut IRIS. On discute de la mission de la coopérative des valoristes et dans notre segment des gens de cœur, je vous présente un clown humanitaire qui fait du rire son outil d'intervention. Bienvenue, mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier bulletin de la saison hiver 2015. Le gouvernement Couillard a déjà annoncé une liste de mesures visant à endiguer le déficit de la province et c'est pas fini. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler d'austérité. Et pour nous parler de ce qu'est l'austérité et des impacts des coupures gouvernementales, je reçois Simon Tremblay-Pepin. Il est chercheur à l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Monsieur Pepin, bonjour. Bonsoir. La question sera simple. Qu'est-ce que l'austérité? Écoutez, la question peut paraître simple, mais la réponse est parfois un peu complexe parce que l'austérité, en gros, c'est quand un gouvernement coupe dans ses dépenses ou va chercher davantage de taxes et de tarifs pour pouvoir rééquilibrer son budget. Ça, c'est la définition générale qu'on donne. C'est vraiment une volonté de rééquilibrage du budget. Cependant, en ce moment, l'austérité que nous vivons au Québec, c'est beaucoup une compression de la croissance des dépenses du gouvernement. C'est-à-dire qu'on voit les dépenses croître très, très peu, alors que, comme vous le savez, à cause de l'inflation, à cause de la croissance démographique, les dépenses gouvernementales doivent croître année après année pour offrir des services aux nouvelles personnes qui sont nées et qui rejoignent notre société, mais aussi parce que les prix augmentent. Or, en ce moment, on fait de plus en plus de coupures, ce qui a pour effet d'avoir des conséquences sur les services publics. Au moment où l'on se parle, quel est l'état de la dette provinciale? En ce moment, la dette provinciale correspond à peu près 50% de notre PIB, c'est-à-dire de l'ensemble de l'activité économique du Québec. C'est un niveau qui peut paraître très gros. On parle de presque 200 milliards de dollars. On pourrait se dire, mais c'est terrible, c'est un montant effrayant. Mais en fait, quand on se compare aux autres administrations publiques ailleurs dans le monde, quand on regarde par exemple l'Europe, quand on regarde les États-Unis, bien on se rend compte que le Québec s'en tire relativement bien. Entre autres, à cause du fait qu'il s'est relativement bien tiré de la dernière crise économique et financière. Et donc, notre niveau d'endettement, contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias, est relativement bas. En parlant de ce qu'on entend, là, oui. De votre point de vue, est-ce que c'est aussi alarmant qu'on veut bien nous le dire? Bien, justement, non. Parce que, non seulement par rapport à nos partenaires commerciaux, on va relativement bien. Ensuite, depuis 15 ans, la dette est relativement sous contrôle au Québec. Qui plus est, les agences de notation, vous savez, celles qu'on dit tout le temps qui nous surveillent et qui vont nous décoter, tout ça, eh bien, depuis 15 ans, là, et ça, c'est drôle parce que quand on pose la question, on ne se rend pas compte de la bonne réponse. On a toujours l'impression que les agences n'ont cessé de nous menacer, de nous décoter, tout ça. Mais en fait, depuis 15 ans, il n'y a eu aucune décote du Québec. Il n'y a eu que des améliorations de notre code de crédit. Alors, la situation est loin d'être catastrophique au niveau des finances publiques du Québec. Vous dites qu'il est faux de dire que la situation est plus précaire qu'ailleurs, mais je veux également vous entendre sur... on a de plus en plus souvent, on entend dire qu'on vit. Le Québécois vit au-dessus de ses moyens. Oui. Mais entre autres, parce que le gouvernement, en ce moment, fait un déficit. Hein? On est dans un gouvernement qui a qui dépense davantage que ses revenus. En ça, on peut dire effectivement que le gouvernement du Québec dépense plus. Mais ce climat d'austérité, c'est pour ramener un certain équilibre, là. Exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on nous dit qu'on vit au-dessus de nos moyens. Ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement du Québec est loin d'être une exception dans ses déficits, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gouvernements qui en font. Le gouvernement fédéral était sur le point de retrouver l'équilibre budgétaire, mais là, avec la chute des prix du pétrole, rien n'est moins sûr. Il pourrait se retrouver à nouveau en déficit l'an prochain, mais les autres provinces, nombre d'entre elles, sont aussi en déficit en ce moment. Alors, est-ce qu'on vit au-dessus de nos moyens? En effet, nous dépensons plus que nos revenus.
Est-ce que nous le faisons de façon très importante et extrêmement lourde pour les finances publiques? Ça se discute, en fait, avec un déficit de 1 ou 2 milliards. Nous sommes dans une situation où, vous savez, on a des revenus de 90 milliards. C'est là un 10%, un 9%, même pas, même pas 1% de nos revenus qui sont en déficit. Il y a rien de particulièrement marqué là-dedans. Bien sûr, il faut retrouver éventuellement l'équilibre budgétaire. C'est tout à fait normal et c'est sain. Est-ce que c'est pressant? Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite qu'on coupe dans les revenus et dans les services offerts aux moins fortunés d'entre nous? Ça nous semble évident que non. En parlant de ces secteurs d'activité touchés par ces coupures, oui. On a l'impression que ça touche la base. Et plusieurs disent que le gouvernement Couillard veut peut-être aller trop vite pour ramener ce déficit à un bon niveau, qui veut tout faire en même temps dans la première année de son mandat. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, on comprend le calcul politique de faire les choses rapidement. Hein. Les élections sont encore très loin. C'est un peu à l'apanage de tous les gouvernements. La première année sert à faire toutes les choses impopulaires. Exact. Vous avez le terme impopulaire. Par la suite, on ramène le tir un peu, là. Oui, et ça se répète de gouvernement en gouvernement, peu importe la couleur de ce gouvernement. Et dans le cas de M. Couillard, il n'y a pas beaucoup de différence. Ce qu'on a comme cas très précis dans le cas de M. Couillard, c'est qu'effectivement, il a décidé d'en mettre plein son assiette et d'aller vraiment sur plusieurs fronts à la fois. Vous le voyez faire une réforme importante du secteur de la santé, des hausses des tarifs de garderie, on s'en va dans le secteur de l'éducation. Donc, il tire vraiment sur plusieurs fronts. J'ai l'impression, vous m'arrêtez et vous me corrigez s'il y a lieu, j'ai l'impression que ça se met dans la population un vent de panique, avec probablement de bonnes raisons aussi, mais j'ai aussi l'impression que ce ne sont pour le moment que des paroles et que les coupures concrètes ne sont pas encore arrivées. Mais c'est-à-dire que tout ça se passe sur plusieurs années. Quand un gouvernement dit je vais faire quelque chose, vous comprenez que la machine gouvernementale étant ce qu'elle est, elle n'applique pas d'emblée toutes les coupures. Mais prenons quelques exemples. Quand le gouvernement a dit je vais réduire de 150 millions les budgets des commissions scolaires, eh bien, ça a eu des conséquences immédiates, par exemple, dans la réduction de l'aide aux devoirs ou de l'aide alimentaire. Donc, il y a eu des classes qui avaient droit à de l'aide aux devoirs avant, qui n'en ont pas eu. Et on peut dire qu'on touche à la base à ce moment-là. Effectivement, c'est difficile de trouver... Mais il faut compenser quelque part. Et pour ça, il n'y aura pas de compensation. Et ça, il est évident qu'en ce moment, le gouvernement ne fait pas de réinvestissement. Il est strictement dans les compressions, jusqu'à atteindre son objectif, le déficit zéro. Et là, il va pouvoir dire, on verra. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va offrir des diminutions d'impôts. Il n'y aura pas de réinvestissement, là. À la fin de tout ça, il y a des diminutions d'impôts. En particulier, on peut s'y attendre pour les plus fortunés. Pourquoi je dis qu'on peut s'y attendre? C'est que les précédentes étaient pour les plus fortunés. On est à la mi-janvier. Oui. Si ma mémoire est bonne, le gouvernement Couillard il nous disait qu'il restait encore 1,1 milliard à trouver. Exact. Qu'on aurait l'annonce à la fin mars. Oui, avec le budget en théorie. Mais là, avec le fédéral qui vient de nous dire que son budget arrivera peut-être en avril, ce qui est tout à fait inhabituel, là, le provincial Québec va se poser des questions, c'est sûr. Parce que s'ils ne savent pas ce que le fédéral, ce qu'Ottawa va leur donner, c'est plus difficile de faire un budget. Hein. Ça compte quand même pour quelques milliards de dollars, là, ce qu'Ottawa leur transfère, 16, 17 milliards, quelque chose comme ça. Donc, c'est important pour eux de savoir ce qui se passe. Alors, peut-être qu'on ne le saura pas avant avril, mais si vous voulez mon avis, rapidement, M. Couillard va montrer ses cartes pour nous dire où il s'en va dans ses prochaines compressions. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour les prochaines années? Je sais que vous n'êtes pas devin, vous n'avez peut-être pas votre boule de cristal avec vous, mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous voyez poindre là? Moi, je pense que le scénario, il est très simple. M. Couillard va tout faire pour atteindre l'équilibre budgétaire. Là, la situation économique est inquiétante. Elle l'est, c'est évident. La Banque du Canada vient de baisser son taux directeur, c'est un signe. Son taux directeur était déjà très bas, ce qui va avoir comme effet, et ils essaient
de restimuler l'économie. Mais pourquoi ils essaient? C'est parce qu'ils se rendent compte que l'économie est en train de chuter. Les prix du pétrole, bien sûr. Les nouvelles qu'on a eues au niveau de l'emploi, vous l'avez vu, Target qui ferme, Mex également, Sony qui ferme ses magasins aussi. C'est beaucoup de mauvaises nouvelles. L'incertitude pétrolière aussi. L'incertitude pétrolière, effectivement. Tout ça va de pair pour nous amener dans une situation difficile. Néanmoins, s'il réussit, M. Couillard, à atteindre son objectif d'équilibre budgétaire, les 2 prochaines années vont être extrêmement timides en termes de mesures économiques. On fera pas grand-chose. En disant, on veut maintenir l'équilibre, on va ramasser un peu d'argent, pour arriver en 3e année, fin de la 3e année de mandat, début de la 4e, et là, offrir des bonbons, exactement selon le schème habituel qu'on connaît, pour dire, il y aura ou baisse d'impôts ou baisse de taxes, qu'importe. Pourquoi c'est si intéressant que ça, les baisses d'impôts pour les gens? C'est parce que les revenus stagnent au Québec. Depuis 30 ans, les gens font à peu près le même salaire quand on le compare au coût de la vie. Alors, la seule opportunité pour tout le monde d'avoir un peu plus d'argent dans ses poches, comme les entreprises leur fournissent pas de meilleurs salaires, ben c'est que le gouvernement baisse les impôts. Et c'est à ce moment-là que les gens disent « Ah, une bouffée d'air frais ». Monsieur Simon Tremblay-Pepin, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voici maintenant la revue de presse des hebdos de quartier. Le guide de Montréal-Nord titre « Déneigement écologique, 50% moins de sel ». C'est que pour réduire les effets néfastes des sels de voirie sur l'environnement et éviter la corrosion rapide des voitures et du mobilier urbain, Montréal-Nord a équipé ses camions de la dernière technologie en matière d'épandage. Simon Bousquet-Richard nous donne tous les détails. Dans le Progrès Saint-Léonard, l'arrondissement connaît un petit boom immobilier. Un document publié par la Ville de Montréal et dressant la liste de tous les chantiers de construction présentement en cours démontre que la plupart des immeubles en construction à Saint-Léonard sont des bâtiments destinés à abriter plusieurs logements. Un article de Marie-Pierre Gagné. À la une du Journal de Rosemont, le Centre d'intégration scolaire redoute de devoir fermer ses portes à la rentrée prochaine. L'établissement locataire du bâtiment de la 6e avenue ne peut plus faire face aux loyers demandés par la Commission scolaire de Montréal, propriétaire des lieux. Le CIS demande à acheter les locaux ou espère voir son loyer diminuer. C'est un article de Stéphanie Monet. Dans le Flambeau Mercier-Anjou, Anne-Laure Janson écrit que les familles de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve peuvent désormais toucher 100 $ de subvention pour l'achat de couches lavables. C'est le 3e arrondissement de Montréal à mettre en place ce programme, après Verdun et Ville-Marie. Dans l'hebdomadaire Le Plateau, pas d'axe est-ouest pour les cyclistes. Catherine Bouchard nous apprend que la Ville de Montréal doublera la longueur de son réseau cyclable au cours des prochaines années, mais le projet n'inclut pas le nouvel axe est-ouest pour le plateau Mont-Royal. Dans Le Messager Verdun, Pierre Lucier écrit que le projet de Douglas ne fait pas l'unanimité. L'Institut Douglas projette de rassembler tous ses services au sein d'un seul bâtiment ultramoderne. Or, le site proposé pour accueillir ce projet de 400 millions de dollars suscite des inquiétudes chez les résidents des environs. La coopérative de solidarité Les Valoristes a pour mission de favoriser et d'appuyer la récupération de matières consignées, de matières recyclables et également réutilisables. Elle veut aussi faire reconnaître l'importance de la contribution de tous ces hommes et de toutes ces femmes pour mieux nous faire connaître ce mouvement. On accueille la coordonnatrice de la coopérative, Marika Vasquez-Tagliero. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce qu'un valoriste? Qu'est-ce que c'est un valoriste? Alors, le mot valoriste découle du mot valorisation. Pour notre coopérative de solidarité, ce sont des hommes et des femmes presque invisibles qui ont de la difficulté à intégrer le marché de l'emploi et qui ramassent des contenants consignés dans les rues de Montréal pour après les échanger contre de l'argent. Mm-hmm. Ce ne sont pas nécessairement des itinérants, là. Voilà, ça c'est une bonne question.
Non, pas du tout. En fait, on a fait une étude cet été avec un partenaire de l'Université de Montréal. Puis, de chaque 5 personnes, une était un itinérant. Alors, beaucoup de gens font cette activité-là précisément pour pas tomber dans l'itinérance, entre autres. Mais en général, ils ne sont pas des itinérants. Il y en a des itinérants qui font cette activité-là et que des fois, c'est leur seule source de revenus. Donc, rémunérateur en partie pour ces gens, et c'est également beaucoup de récupération, parce que là, on parle de recyclage, de beaucoup de recyclage. La consigne au Québec, si on en parlait un petit peu, quel est le pourcentage de contenants, pas avec un chiffre exact, là, mais de contenants à boissons mis en marché, consignés au Québec? Combien il y en a qui se retrouvent dans les poubelles ou un peu partout? Bon, en 2005, on a vendu près de 5 milliards de contenants à boissons au Québec. Au Québec. Environ 3 milliards étaient consignés. Fait que de tous les contenants à boissons qui existent dans les marchés, à peu près la moitié est consignée et l'autre moitié n'est pas consignée. Comme les bouteilles d'eau, les bouteilles de vin, les bouteilles de jus sont pas consignées, puis les boissons gazeuses, les bières sont consignées. De ces montants, on jette environ 1 million de contenants consignés dans les poubelles par jour au Québec. C'est Et par extension, ça fait beaucoup d'argent qui dort. Voilà. Parce qu'une consigne, combien ça rapporte, par exemple? Okay. On prend le valoriste, le récupérateur, il va réussir à se ramasser combien de sous? Est-ce que ça demande un travail ardu? Où prend-il toute cette matière première? Ça fait beaucoup de questions en une seule. Ouais, bon, comme j'avais dit, on a fait une étude, les premières études québécoises. Il y en a d'autres études sur ce phénomène faites au Canada. Ouais. Il y en a 4. Nous avons fait les premières au Québec. Coopérative du genre des valoristes. Là. Oui, okay. Sur les phénomènes, sur l'activité de la collecte informelle de contenants à boissons consignés. Alors, dans les études qui ont été faites au Canada, et ça compare, ça semble beaucoup à ce qu'on a fait au Québec. Les données, ça semble beaucoup. Fait qu'on voit beaucoup d'hommes, plus de 40 ans, et en moyenne, ils ramassent entre 10 et 30 $ par jour ou de 50 à 250 $ par semaine. Alors, si on dit 10 $ par jour, ça, c'est 1200 contenants à 5 sous ramassés normalement une à la fois. On a des gens qui font cette activité-là, ils se donnent à l'activité de 5 à 7 fois par semaine, de 5 à 6 heures par jour. Ça devient un travail. C'est plusieurs valoristes, pas tous, se considèrent des travailleurs autonomes. Ils ont leur petite entreprise, ils ont leur petite run, qu'on dit, le trap line, les endroits où ils vont souvent. Plusieurs, encore, de chaque 5 valoristes, une valoriste avait une entente avec un commerce des résidentes. Fait qu'il y a tout un système qui a été créé de façon spontanée, qui marche très bien. Est-ce que... parce que là, on est dans la consigne. Ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on rapporte. Il y a un fait, en fouillant, en faisant la recherche, un fait méconnu. Je connaissais pas, moi. Les détaillants sont rémunérés par les embouteilleurs à la hauteur de 2 cents par contenant à remplissage unique lorsqu'ils récupèrent la consigne. Savez-vous combien de dollars par année sont remis aux détaillants? Avec cette gestion, avec ce fameux 200? Oui, au Québec, selon Consigne Éco, c'est 50 millions de $ qui sont retournés aux détaillants par année pour la gestion de la consigne. Si la gestion n'est pas faite, par exemple, par un dépanneur ou par un marchand, ce 2 cents, il va revenir au valoriste à ce moment-là? En fait, voilà, quand on rapporte nos contenants au dépanneur ou au supermarché, qui sont les places présentement où on peut apporter. On me remet 5 sous, disons, pour une et il vous donne les 5 sous, que c'était un dépôt.
Puis, pour les garder, ces contenants-là, pour après donner à l'industrie, Manutention, ils vont ouais. faire 12 sous par contenant. Ah, d'accord. Pour les bouteilles de bière, c'est 1 sou. Pour les canettes et les autres plastiques, etc., c'est 12 sous. Et à la fin de c'est environ 50 millions de dollars que ça se fait avec cette gestion-là. Vous déplorez l'absence d'infrastructures de recyclage suffisante, en tout cas, et adéquate surtout, notamment sur la voie publique. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, d'après vous? Mais c'est 2 choses. Bon, une chose, ce serait, il faudrait plus de contenants de recyclage. Présentement, il y a un effort, mais c'est juste dans les grandes voies, les grandes rues qu'on retrouve des contenants de recyclage. Ça, c'est une chose. L'autre chose, et ça vient d'une visite que j'ai faite cette année, on était invités à Vancouver, parce que nos partenaires, United Weekend, on imite un modèle qui vient de Vancouver. J'ai vu quelque chose de très intéressant, que ça serait pas dispendieux pour la ville. C'est d'ajouter dans les containers qui existent déjà des déchets, un support pour les contenants à boissons. Fait que juste ça ferait une grande différence pour la gestion des déchets et des recyclages de la Est-ce ville. qu'on vous consulte ou si vous devez solliciter la consultation pour finalement obtenir de meilleurs contenants, un meilleur environnement de récupération? Mais c'est sûr qu'on travaille, on travaille avec l'arrondissement et on a eu le projet de dépôt temporaire qui a été fait l'année passée. Fait que ce sont des choses qui sont en train de changer tranquillement. Il nous reste 2 petites minutes, mais j'aimerais qu'on en parle un petit peu de ça. C'était un dépôt temporaire, si je me souviens bien, sous le pont Jean-Cartier. C'est cet événement que vous voulez reproduire. Voilà. Et vous voulez, votre but ultime, en fait, c'est d'avoir un entrepôt permanent. Toute l'année. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme les supermarchés au dépanneur, mais c'est un centre de dépôt spécialisé dans les retours de contenants à boissons consignées. On fait que ça. Et on imite qu'est-ce que ça se fait ailleurs au Canada. Toutes les provinces, sauf le Québec et le Manitoba, utilisent des centres de dépôt pour les retours de contenants vides. Fait que ça, c'est une bonne chose pour les détaillants parce que c'est moins de contenants à gérer. Ils se plaignent beaucoup de la gestion de ces contenants-là. Ils trouvent que les 12 sous sont pas assez non plus pour la gestion. Puis, c'est bon surtout pour les valoristes parce que souvent, ils vont ramasser plusieurs contenants, vont se faire rembourser dans les dépanneurs supermarchés, mais les dépanneurs acceptent juste 10 contenants. Ou sinon, ils ne vendent pas ces contenants-là. Pour nous, pour la coopérative, chaque contenant, le plus, le mieux, parce qu'on fait, on va faire de l'argent avec chaque contenant reçu comme les supermarchés le font. Alors, Et là, on parle de ce fameux 2 sous, là. oui, D'accord. fait qu'on est en train de regarder ça avec les producteurs pour avoir cette accréditation. On est un Le peu- valoriste vous amène, vous lui remettez son dû, Oui. vous conservez comme un commerçant le ferait, le 2 cents La qui va vous prime. permettre C'est de un- gérer le tout. Exactement, OK. parce que nous OK. sommes une entreprise. Madame Marika Vasquez Tagliero, vous êtes de la coopérative de solidarité Les Valoristes et je vous souhaite bon succès et bonne poursuite dans vos projets. Merci beaucoup. Merci pour nous avoir invités. Plaisir. Le 26 janvier 1993, le père Marcel de la Sablonnière annonce sa retraite après 42 ans à la tête du Centre Immaculée Conception. L'œuvre du père Sablon a pour mission d'aider les jeunes de tous les milieux à se réaliser par des actions sportives. Son centre a ouvert ses portes en 1951 et au fil des années, plusieurs jeunes athlètes du centre se sont illustrés aux Jeux olympiques et à divers championnats. Leur succès apporte une grande notoriété au centre. En 1962, voulant faire connaître les bienfaits du sport et du plein air au plus grand nombre d'adultes et de familles de toutes les classes, le père Sablon fonde la base de plein air Le Petit Bonheur dans les Laurentides. Marcel de la Sablonnière est décédé en 1999 à l'âge de 81 ans et son œuvre lui a survécu.
En 2007, une campagne majeure de financement allait permettre la rénovation du centre Père-Sablon à Montréal, la restauration des infrastructures du Petit Bonheur dans les Laurentides, le maintien et le développement des programmes et le soutien aux démunis. Et fort de cette cure de rajeunissement, le centre Père-Sablon continue de proposer des points de repère, des valeurs et une école de vie à chaque nouvelle cohorte de jeunes qui le fréquentent. Revenez-nous après la pause, on parle des activités au Vieux-Port de Montréal et on reçoit également un clown humanitaire. De retour au bulletin, l'hiver, ça bouge à Montréal. On nous propose une foule d'activités intérieures comme extérieures. Ça peut être de belles sorties seules, en famille ou même en couple. Et l'offre est véritablement abondante. Aujourd'hui, on cible un secteur en particulier. On accueille Maxime Charbonneau. Il est responsable des relations publiques au Vieux-Port de Montréal. Monsieur Charbonneau, bienvenue. Merci de me recevoir. Ben, ça nous fait plaisir. Je disais que ça bougeait et ça bouge vraiment dans le Vieux-Port l'hiver, là. Ça bouge vraiment, puis si on utilise le terme « bouger », on peut dire le terme « bouncer » aussi avec l'Igloo Fest qui a commencé le week-end dernier. Donc, ça bouge en effet. C'est 5 à 7 000 personnes par soir, 4 week-ends de suite, que les gens vont vraiment danser sur les beats de DJ là, internationaux. Ils viennent d'un peu partout. L'équipe de l'Igloo Fest qui s'occupe aussi du pique-nique électronique. Ah oui. Donc, c'est la même équipe organise cette programmation-là, cet événement-là. Il y a 2 scènes extérieures et les gens là vraiment profitent de ce lieu-là sur le bord du fleuve. C'est unique de voir ça à Montréal. On peut peut-être préciser cependant, l'Igloo Fest, c'est en particulier pour les amateurs de musique électronique. Mm-hmm. Électronique, mais il y a toutes sortes de DJ qui y vont. Des fois, c'est un petit peu plus ambiance, un peu plus smooth. Puis des fois, c'est de la grosse musique électronique ou du gros beat. Donc, faut vraiment regarder la programmation et un peu savoir ce qu'on va voir. Mais beaucoup de gens, ils vont pour le fun d'être là, vraiment. J'ai dit, comme M. Charbonneau sera avec moi, il y a une petite question que je me posais concernant justement l'Igloo Fest. Mm-hmm. Il y a un concours qui s'appelle One Piece. Qu'est-ce que c'est? L'Igloo Fest est reconnu depuis des années pour leur concours de suits laids. Donc, des One Piece ou des suits de skidoo, comme on les appelait dans le temps. Vraiment, là, un peu vintage, donc anciens, les trucs fluo, les trucs, un morceau. Donc, vraiment, là, pas manteau et pantalon, mais le truc fait un morceau. Et les gens s'habillent, essaient de trouver le suit le plus laid. Et s'en vont là, et il y a des photos qui sont prises, ça c'est partagé sur les médias sociaux, les gens peuvent voter ce genre de trucs-là, et les gens peuvent gagner des prix à cause de ça. Et pour terminer sur l'Igloo Fest, parce qu'on a également d'autres activités dont on veut parler, on peut dire que c'est réservé aux 18 ans. Oui. Déjà, accès aux personnes à mobilité restreinte aussi. Oui, c'est faisable, c'est à même les quais du Vieux-Port, donc c'est accessible à un peu tout le monde, là. Je vais vous amener sur la glace maintenant. Il y a une patinoire qui est très recherchée. Moi, je suis allé faire un petit tour. La vue qu'on a sur le Vieux-Montréal, c'est fabuleux. La patinoire du Vieux-Port de Montréal est toujours la première à ouvrir, la première patinoire extérieure à ouvrir à Montréal parce qu'il y a une surface réfrigérée dans le milieu. Et c'est un lieu, je veux dire, c'est fabuleux. Vous êtes aux abords du fleuve Saint-Laurent, vous avez des vues sur la ville, une belle journée ensoleillée, c'est merveilleux. Et depuis la semaine dernière, donc mi-janvier, on a ouvert tout l'anneau de glace naturelle autour, donc autour de l'île Bon-Secours. Donc ça quadruple ou même quintuple la surface de patinage. Et la glace est toujours bien entretenue. On a une Zamboni, on s'occupe d'entretenir la patinoire. J'ai pas de patin, qu'est-ce que je fais? Vous les louez sur place. Il y a une boutique qui s'appelle Patin. Ils vont s'occuper de ça. Vous pouvez louer les patins. Il y a des prix pour la journée. C'est pas très cher. C'est 6,50 $ pour les adultes, 4 $ pour les enfants. Et même en famille, c'est 16 $ pour une famille. Vous pouvez patiner toute la journée si vous voulez. Petite sortie. Belle sortie. Petite sortie propre. Ouais, puis vous parliez de glace. Ben, ça vous amène sûrement à parler de la prochaine chose. Ça dépend. La pèche sur glace. Oui, monsieur. Je vous devance. Donc, la pêche sur glace. Village de pêche. C'est tellement unique comme activité de se dire qu'on pêche sur la glace. C'est la combienième année que ça existe? C'est la 3e année. C'est la 3e année à Montréal. C'est sûr qu'ils sont tributaires de la météo. Donc, quand il commence à faire froid, ben, la glace épaissit, ils peuvent monter leur village. Ils peuvent accueillir jusqu'à 300 pêcheurs en même temps l'hiver. Il y a des petites cabanes.
Il y a des petites tentes, donc encore plus petites, donc des endroits un peu chauffés. Et sinon, tu as tous les espaces où les gens ont le trou dans la glace entre les deux jambes et ils pêchent. On peut pêcher du doré, de la perche chaude, d'autres petits poissons. C'est une activité qui est de plus en plus populaire. Je reviens encore sur le même thème, mais est-ce oui. qu'il y a accès pour les personnes à mobilité Oui, réduite oui, aussi? il y a des rampes d'accès jusque sur la glace. Et c'est à l'extrémité est du Vieux-Port, à côté du quai de l'Horloge et l'Horloge là, du Vieux-Port. C'est une belle journée ensoleillée en famille. Je veux dire, vous êtes à Montréal, vous n'avez plus besoin d'aller au petit Poisson des Chenaux à Saint-Anne-de-la-Pérade. Vous êtes à Montréal, vous prenez le métro et vous débarquez là. C'est jusqu'au 31 mars, si la température. température le permet, bien entendu. Sinon, même plus longtemps, si la température le permet aussi. Oui, c'est vrai. On a eu des saisons où ça s'est Ça va étiré plus, pas ouais. mal. Ouais. Si on parlait aussi des symphonies portuaires de Pointe-à-Caillère, ça se déroule les dimanches 22, est-ce que mes dates sont bonnes? 22 février et 8 mars C'est à en plein ça. 13h30. À 13h30, pile poil. Qu'est-ce qui se À chaque année, Et où? c'est en collaboration avec le Musée Pointe-à-Calière. Dans le Vieux-Port de Montréal, il y a toujours quelques bateaux de transport maritime qui on utilise l'expression, stationnés là pendant l'hiver. Et il y a un compositeur, un chef d'orchestre invité, et là, c'est les gens du Musée Pointe-à-Calière qui s'occupent de ça, qui va composer une œuvre musicale avec les sonneries des bateaux, les horloges, les clochers, les sonneries de train qui peuvent passer au même moment, et de la musique. Et les gens sont invités à venir entendre cette symphonie-là de bruit et de musique mélangée. C'est une activité qui est gratuite. Oui. C'est le fun, c'est en début d'après-midi. Oui. Et à chaque année, il va y avoir quelques milliers de personnes qui vont se déplacer. Il y en a qui en font un rendez-vous incontournable à chaque année. C'est une œuvre musicale qui va durer 30 minutes, puis les gens vont entendre ça. Ça fait déjà quelques années. Oh, ça fait déjà quelques années, je ne pourrais pas dire le nombre d'années, mais c'est un truc C'est pas la gratuit. première expérience. C'est disons, pas la dans première le genre. expérience et ça se répète à chaque année parce que c'est quelque chose d'intéressant. Et mesdames et messieurs, c'est gratuit. Ben oui. Si on parlait également de sexe, est-ce que ça vous tente? On peut en parler. L'expo qui dit tout. Pour les 12 ans et plus, il faut le dire, c'est là, on rentre à l'intérieur. Donc, on rentre au Centre des sciences, Oui. Centre des sciences de Montréal, qui est ouvert en tout temps, tous les jours. Et on a plusieurs expositions. Une de ceux-là, c'est l'exposition Sexe, l'expo qui dit tout, qui est une exposition qui répond à peu près à une centaine de questions sur la Pour sexualité. les ados, les jeunes? Pour 12 ans et plus. OK. 12 ans et plus, donc les plus jeunes ne peuvent pas rentrer dans l'exposition à cause des contenus qu'ils peuvent voir, qui sont peut-être pas initiés à ce genre de contenu-là. Mais c'est une exposition qui est une création du Centre des sciences de Montréal et que le Centre des sciences a exporté. Elle a été transportée dans des musées en Ontario, en Colombie-Britannique, à différents endroits. Et nous, on l'a ramenée. Au lieu de la laisser dans les cartons, dans les boîtes, on la représente parce que pour les groupes scolaires, les familles qui ont des jeunes adolescents, c'est un contenu qui est très pertinent. Il y a la relâche qui s'en vient très bientôt aussi, là. Vous avez, je regardais un peu votre programmation, il y a certains jours où c'est réservé Oui. pour ce flot d'élèves qui va arriver. Oui. Dans la journée, il y a des activités comme ça qui sont réservées pour les groupes scolaires. Par exemple, on prend l'activité Fabrique, qui s'appelle Fabrique Défi Créatif, qui est ça aussi. qui est une activité pour jeunes et moins jeunes. On a été surpris de la réponse des parents. C'est une activité dans laquelle vous devez relever des défis. C'est pas vraiment une exposition, c'est plus un atelier participatif. Oui, mais Vous M. devez- Charbonneau, vous savez, au Québec, on est des patenteux. Et les parents compétitionnent avec leurs enfants. Là. Ils ont des trucs et l'enfant le réussit. Et là, le parent se dit, faut que je sois capable de le faire moi aussi. Donc, il y a ça. Et ça, normalement, c'est réservé pour les groupes scolaires la semaine. Pendant la semaine de relâche, c'est ouvert à tout le monde. Le week-end, c'est ouvert à tout le monde. C'est une super belle activité. Fabrique Défi Créatif, C'est ça. vous m'arrêtez si je me trompe, les samedis et dimanches, de midi à 17h. Ouais, pour le grand public et pour la semaine de relâche que vous avez mentionné en tout temps. Là. Ça va être ouvert toute la semaine. Et après ça, on a les films. Les films du cinéma Le fameux IMAX. cinéma IMAX qui est toujours là. Hein? Et c'est des très beaux films. Les gens, j'ai un petit pamphlet ici avec moi, le Panda. Donc, c'est un des films que je joue en ce moment, des documentaires, 35-40 minutes. Et les jeunes, ils trouvent leur compte parce que c'est pas trop long, c'est intéressant, c'est en 3D, on apprend. Et les familles viennent voir ça, c'est super, c'est intéressant. On a le film Jérusalem en ce moment aussi, qui est la meilleure façon de se rendre à Jérusalem sans y aller. C'est un film fabuleux qui a remporté des prix partout dans le monde. Et ce qui est unique, c'est qu'au Centre des sciences, on a été le meilleur vendeur de ce film-là dans le monde au mois de novembre et décembre. Il est diffusé partout dans le monde et c'est un grand succès. On a Interstellar aussi, qui est le film de, le réalisateur Christopher Nolan, qui a
nomination aux Oscars qu'on présente aussi, qui a un lien un peu avec le Centre des sciences aérospatiales, les principes de un peu scientifiques ou de science-fiction qui sont présentés. C'est déjà la fin de cette entrevue, Maxime Charbonneau. Une petite phrase qui pourrait inviter les gens à aller s'épivarder chez vous là, pendant l'hiver. La petite phrase, c'est « La science, c'est le fun » pour le Centre des sciences. Et le Vieux-Port, écoutez, en famille, venez vous amuser, tout simplement. Maxime Charbonneau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Dans ce segment des gens de cœur, je vous présente un artiste en art visuel, musicien, chanteur, conférencier, éducateur aussi pendant une quinzaine d'années au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il est maintenant clown humanitaire, Guy Giard, qui fait du rire son outil d'intervention. Monsieur Giard, comment allez-vous? C'est très bien dit. Merci, ça va très, très bien. Clown humanitaire. Oui. Qu'est-ce qu'un clown humanitaire? Un clown humanitaire, ben c'est ça. Un clown humanitaire, c'est quelqu'un qui se promène dans les hôpitaux, dans les orphelinats, dans les centres pour personnes âgées, voir les personnes qui ont besoin de support, qui ont besoin de rire, qui ont besoin d'un répit. C'est aussi pour leur famille et les médecins. Donc, quand on se promène dans les hôpitaux, quand on fait un peu de Ça éveille. musique, ça éveille, c'est pour tout le monde, fait du finalement. sens. Et humanitaire dans le sens que c'est pas local, mais on va se promener. Là, je m'en vais au Guatemala. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Voilà. Avec l'équipe de Patch Adams, hein? Avec l'équipe de Patch Adams. Et le clown humanitaire aussi, une différence, c'est pas un clown de spectacle. Donc, moi, j'ai à peine une petite formation en clown, mais donc, c'est pas un spectacle qu'on a rodé et puis qu'on arrive là-bas, on monte sur une scène et on fait un spectacle. Non, c'est du 1 à 1. Autrement dit, on rentre dans un hôpital, on improvise, on va vers la personne qui a, j'aime pas dire le mot qui souffre, mais qui est là, qui en manque finalement. Et donc, on va vers la personne et puis le but, c'est de donner de soi-même. C'est vraiment ça. Et le clown, je mettais ça tout à l'heure. Il semblait puis... qu'il manquait quelque chose. Puis l'avantage, c'est que dès qu'on met ça, Ouais. c'est comme un signal. Je suis disponible. Je suis disponible pour toi, ma belle demoiselle qui est toute sérieuse là-bas. C'est normal, elle travaille. Dites, Monsieur Giard, pourquoi Oui. avoir épousé cette profession, en fait? Ben, le plus beau métier du monde, finalement, hein, d'aller vers les gens. On est tellement dans la société aujourd'hui, on est tellement dans un monde individualiste. Bon, c'est ni bien, c'est ni mal, mais c'est comme ça. Quand j'étais en Inde, je parlais avec des gens dans la rue et je parlais de, justement, quel rôle la famille avait chez nous et eux me parlaient quel rôle avait la famille chez eux. Ils disaient, ben ils vivaient avec leurs grands-parents. Et quand je disais que ma mère à moi vivait dans une tour quelque part, ils ne comprenaient pas. Ils trouvaient ça vraiment incompréhensible. Donc, le clown humanitaire, c'est retrouver l'enfant intérieur, mais dans sa famille universelle. Et tout le monde a besoin d'un câlin. Et vous faites, vous, une différence entre humour et rire. Oui, Pareil pour vous. absolument. Oui, c'est pas la même chose. C'est de la sémantique, mais parce que l'humour, souvent, c'est une farce. C'est des phrases qu'on peut dire, tout ça. Tandis que le rire, c'est quelque chose de physique. Je suis professeur de yoga du rire, hein, qui est quelque chose qui existe depuis à peu près 20 ans. Yoga du rire, on ne met pas un costume, mais c'est juste que... C'est facile, c'est... Je ne sais pas si vous connaissez et c'est communicatif, en plus. Absolument, les neurones miroirs. Si je me mets à bâiller, On baille. on baille. Le rire, c'est la même chose. Sauf que le rire, l'avantage, c'est que ça dégage plein de bonnes hormones. On connaît bien le chocolat, on connaît bien l'amour, mais le rire, ben, les endorphines. Et ça baisse le cortisol. Et surtout, c'est que le rire, c'est physique. Alors, le yoga du rire, justement, c'est que il n'y a pas de position yoga parce que ça vient de l'Inde. Donc, ça a été mis en forme il y a à peu près 20 ans par le docteur Madame Katarian. Et donc, comme ça vient de l'Inde, bon, la respiration est très importante. Et quand on rit, généralement, on peut se taper dans les jambes et tout ça. Et donc, le yoga du rire,
on se fait pas des farces, mais on bouge, on joue. Et en jouant, en bougeant, le rire vient naturellement. Donc, au lieu d'attendre que quelque chose de drôle arrive, ben on se met à jouer, on se met à rigoler et ça part tout seul. Le rire, c'est pas loin de la caresse, c'est pas loin de la colère. C'est un aussi. beau massage intérieur, le rire. Le rire, c'est tellement bon pour le stress, pour la tension, pour nos fameux dans le cœur et tout ça. Donc, c'est vraiment un bon massage. Dans notre respiration, juste pour finir sur ça, allez-y. on reste toujours au moins 25 de notre air dans les poumons. On ne vide jamais. Donc, finalement, c'est comme on fonctionne à peu près à 70 Donc, quand on rit, on expulse toute l'air et donc on a du nouvel air et tout ça, ça rentre dans notre sang. Il nous reste, ça va vite, hein? Il me semble qu'on pourrait passer 2 heures à discuter. Mais vous vous intéressez depuis plusieurs années à la démarche du célèbre médecin Patch Adams. Et vous vous êtes approché de lui de quelle façon? En lui écrivant, simplement. Donc, Patch est un humanitaire, merci. Et puis donc, lui, dans ses vidéos, il dit toujours « Écrivez-moi et je vais répondre ». Et donc, c'est ça que j'ai fait. Je lui ai écrit et il m'a répondu. Et je voulais faire une entrevue avec lui parce que j'étais justement dans le rire. Et donc, il m'a invité à aller le rejoindre. Et c'est là qu'il y a 1 an, je suis allé pour la première fois au Guatemala. Et c'est là que tout le monde me disait « Ça va changer ta vie ». Et je me souviens exactement du jour, de l'heure que ma vie a changé. Et c'est d'ailleurs où vous retournez très Absolument, bientôt. oui, dans quelques semaines. C'est pour ça que je fais une levée de fonds pour m'aider à aller là-bas, parce que c'est quand même à peu près 2000 $. C'est un travail bénévole. Donc, le clown humanitaire n'est pas payé et il doit défrayer tous ses frais pour se rendre là-bas. En retour, j'ai plein de photos, j'ai plein de documents pour les gens. J'ai mon site Internet qui donne toutes les informations. www.guy.gird.com et vous pourrez voir exactement de quoi il en retourne. Absolument. Et j'ai aussi mon blog, parce que mon nom de clown, c'est Citizen Clown, le clown citoyen, parce que tout le monde est un clown. D'où le mot citoyen. Et sur mon blog, je raconte mes aventures et mes histoires de comment je suis devenu un clown. Alors, je vous invite tout le monde à aller visiter donc Citizen Clown. À travers mon site, vous allez le trouver. Guy Girard, c'est déjà tout le temps qu'on avait à notre disposition. Comment ça? Oui, il est content. Il est content. Ah, il est content. Guy Girard, merci beaucoup d'être venu. Ça me fait grand plaisir. Bon voyage. Merci et, beaucoup. On se revoit au retour. Hein? Tenez-nous au courant, justement. Absolument. On s'en parle juste après. Merci beaucoup. Après la pause, Conseil citoyen. On est de retour de la pause et on parle de la semaine pour un Québec sans tabac. C'est l'occasion de s'interroger et de faire le point sur cette habitude néfaste pour la santé. Et pour nous en parler, Claire Harvey du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Madame Harvey, bonjour. Bonjour, M. Pelletier. Une grosse semaine, ça se déroule jusqu'au 24 janvier. Partout, on entend parler de vous et avec raison. Votre nouvelle campagne qui vient tout juste de débuter et vous mettez l'accent cette année sur la souffrance reliée au tabac. Oui, effectivement, parce que ce qu'on entend souvent dire, c'est qu'il faut bien mourir de quelque chose. Et les gens ont tendance à oublier que malheureusement, une fin de vie causée par le tabagisme est souvent associée à de grandes souffrances. Donc, cette année, dans le but de sensibiliser la population aux méfaits du tabagisme, le Conseil québécois sur le tabac et la santé a tenu à mettre l'accent sur la souffrance. Il y avait eu, à une certaine période, on avait eu comme première étape les paquets de cigarettes. Est-ce que ça a été dissuasif? Si les paquets de cigarettes avec des images de fumeurs... Parce que ça ressemble un peu là, à ce que vous amenez comme la personne qui souffre intensément, qui attend la mort. Oui, il est prouvé que ces images négatives sur les paquets de cigarettes, comme les paquets de cigarettes neutres, c'est-à-dire sans aucune publicité, ont des effets dissuasifs. Depuis quelques années, on dit que le tabagisme touche 20% de la population québécoise.
Au moment où l'on se parle, où en est le tableau? On est encore environ à 20 de la population, c'est-à-dire Ça stagne? une personne, oui, ça stagne. De là l'importance de faire de telles campagnes. Donc, ce serait un Québécois sur 5. Mais ce qui est pire, c'est que de ce nombre, une personne sur 2, soit un fumeur sur 2 en mourra. Encore aujourd'hui, on tend à l'oublier, mais le tabac, le tabagisme, raccourcit l'espérance de vie de 10 ans. Donc, c'est très grave. C'est la première cause de mort évitable au Québec. Il y a certainement des chiffres alarmants qui vont avec ces photos alarmantes de votre campagne Bien de sûr, cette année. bien sûr. Grosso modo, ça touche combien de personnes? On parle de 10 400 morts environ par année à cause du tabac au Québec. Au Québec seulement. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est d'autant plus... ces chiffres sont d'autant plus déplorables que, comme je vous le disais tantôt, ce sont des morts évitables. Est-ce qu'on a des statistiques sur les problèmes causés, mais par la fumée secondaire aussi? Oui, on a des statistiques sur les problèmes causés par la fumée secondaire. Ce qu'on sait, c'est que la fumée secondaire est encore plus dommageable que la fumée inhalée par les poumons d'un fumeur. Ça cause, je crois que c'est 200 morts par année au Canada. Donc, c'est-à-dire 800 morts par année au Canada, dont 200 au Québec. Donc, c'est quand même énorme. Il y a beaucoup de problèmes de santé, entre autres chez les enfants associés à la fumée secondaire. On parle, entre autres, de problèmes respiratoires, d'asthme, de fréquence d'otite, etc. Donc, c'est une fumée qui est tout aussi néfaste. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Conseil québécois sur le tabac et la santé sera en faveur, demande, en fait, à la population d'éviter de fumer en présence des enfants à la maison ou dans les voitures. Ça s'applique, je pense ou je pensais, à la lueur de ce que vous semblez me dire, que c'était déjà acquis dans nos actions de tous les jours, de ne pas fumer dans la voiture, d'éviter d'exposer nos enfants à ça aussi. Il me semble que c'est rendu monnaie courante, ça. Bien, je pense que malheureusement, il y a encore une partie de la population qui ne connaît pas ces règles-là. D'où l'importance de revenir année après année. Et on a l'impression de laisser le même message. Mais il est quand même positif parce qu'il y a une baisse, là. Oui, il y a eu une diminution. Il y a effectivement eu une diminution. Entre autres chez les jeunes. Chez les jeunes, au cours des 5 dernières années, oui. Nous sommes passés de 22 à 12 environ. Donc, c'est quand même positif. Sauf que, faut pas oublier qu'il y a encore environ un peu plus d'un élève sur 10 au secondaire qui fume. Ce qui demeure vraiment, vraiment, vraiment problématique. 1 sur 10. Oui, Quand 1 dans sur la 10. population générale, c'est 1 sur 5. C'est ça. Donc, 1 sur 10. Et malheureusement, cette génération-là, si rien n'est fait, les jeunes d'aujourd'hui vont être les fumeurs de demain. Parce que c'est très jeune qu'on commence à s'habituer à la cigarette, malheureusement, et que la dépendance se crée. Ciblez-vous davantage la jeunesse? Si on la récupère le plus tôt possible, il y a moins de méfaits pour des décennies grossies. Bien sûr. D'ailleurs, le Conseil québécois sur le tabac et la santé travaille très fort en vue de mettre en place et de réaliser une première génération sans tabac d'ici 10 ans au Québec. Et nous travaillons de concert avec les jeunes, les jeunes de la gang allumée. Madame Harvey, Oui. la fameuse cigarette électronique. Qu'en pensez-vous? Écoutez, la cigarette électronique, comme tous les moyens de cessation du tabagisme, si la cigarette électronique peut aider des gens à cesser de fumer, c'est tant mieux. Cependant, le Conseil croit que cette méthode-là devrait être assujettie à la loi sur le tabac. Et comme tous les moyens de cessation, bien délivrés sous ordonnance ou avec une quelconque surveillance, et non pas au dépanneur. À l'heure actuelle, en fait, ce qu'on craint, c'est que l'usage de la cigarette électronique vienne à banaliser la cigarette et que la cigarette électronique se répande chez les jeunes et crée une nouvelle génération de fumeurs. Madame Harvey, ce segment s'appelle Conseil citoyen. Oui. Et on avait pensé aujourd'hui, peut-être passer en revue quelques organismes qui peuvent aider ces gens qui veulent se défaire de cette mauvaise habitude. Bien sûr. Il y a des ressources, beaucoup de ressources à portée de main. Il y a l'Association pulmonaire du Québec, qui offre son fameux, c'est 188 poumons neufs, si ma mémoire est bonne. Oui. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Écoutez, l'Association pulmonaire du Québec, c'est un service de soutien et d'accompagnement. Il y a aussi la ligne téléphonique Jarrette. Oui.
Oui. est un service de cessation du tabagisme. Cette ligne téléphonique-là permet d'avoir des conseils justement au bout du fil. Il y a aussi les centres de cessation du tabagisme partout dans la province, dans les CLSC. Pour les gens qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin, à votre pharmacien. C'est sûr qu'on va réussir à vous référer à une telle clinique qui va vous soutenir dans votre démarche de la cessation du tabagisme. D'ailleurs, il est prouvé que peu importe la thérapie, on a plus de chances de réussir si on fait appel à un tel service de soutien. Le timbre transdermique, est-ce qu'il est toujours aussi populaire? Je crois que ce timbre-là, oui. J'ai lu une étude justement aujourd'hui dans un journal, le Journal de Montréal, dans lequel on disait que il faisait partie des méthodes les plus souvent utilisées. Je crois que c'est 30%, dans 30% des cas, sous toute réserve, selon ce que j'ai lu. Après combien de temps, ressent-on, disons, les bénéfices d'avoir arrêté de fumer? C'est très rapide. À partir de 48 heures, on commence déjà à ressentir les bienfaits d'avoir arrêté de fumer. Mm-hmm. Et après 10 ans ou après 15 ans, c'est comme si on n'avait jamais fumé de notre vie. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine de cesser de fumer. Cependant, ce n'est pas facile, d'où l'importance d'aller chercher toute l'aide dont on a besoin. Et d'où l'importance aussi, pour arrêter de fumer, de se préparer. Parce que il faut mieux vaut arriver motivé, puis en connaissant très bien les raisons pour lesquelles on veut arrêter de fumer, il faut aussi développer des stratégies. C'est-à-dire, quand je vais avoir envie de fumer, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais ressentir une émotion qui est forte, qui me poussait à fumer, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour éviter les cigarettes que j'estimais bonnes, entre guillemets? Par exemple, la cigarette qui accompagne le café le matin, la cigarette après avoir mangé, etc. Oui, je pensais que vous alliez dire aussi la cigarette après l'amour. C'est un classique, ça aussi. C'est un classique, ça aussi. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour éviter ces cigarettes-là? Donc, c'est de développer une stratégie et de penser à parer le coup avant même d'arrêter de fumer. D'en parler à notre entourage Oui, aussi. absolument, absolument, parce qu'il est possible qu'on soit un peu irritable au début. Donc, notre entourage peut nous soutenir. Et notre entourage va nous soutenir aussi, parce qu'on le sait, cesser de fumer, c'est très, très difficile. La cigarette crée une dépendance aussi forte que l'héroïne. Donc, il faut avertir son entourage, il faut aller chercher de l'aide, il faut se fixer une date quand on a tout ça. Oui. Et ensuite, bien, on passe à l'action. Madame Harvey, du Conseil québécois sur le tabac et la santé, merci beaucoup et bon succès pour votre semaine pour un Québec sans tabac. Merci beaucoup. Bonne journée. Au plaisir. Le regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal invite les proches aidants à ses ateliers Prendre soin de soi, dont le principal objectif est d'outiller les proches aidants, de favoriser la discussion, l'entraide et le développement de l'autonomie. Ces ateliers sont donnés à la Bibliothèque Saint-Michel à partir de février jusqu'à juin et sont gratuits. Pour en savoir plus, composez le 514-374-1056. Concertation Femmes offre de l'information juridique à toutes les femmes désireuses de s'informer sur un sujet d'ordre légal concernant la famille, la consommation, l'immigration, le logement, l'emploi et la santé. Vous pouvez vous adresser à 2 stagiaires en droit par téléphone ou sur place, les lundis et jeudis jusqu'au 13 avril de 9h à 16h. Pour plus de détails, composez le 514-336-3733. Le PITREM, Programme d'information sur le travail et la recherche d'emploi à Montréal, est à la recherche d'un bénévole pour faire le tri de contenants consignés au profit de l'organisme. Le tri sera effectué au 5600 rue Hochelaga à raison de quelques heures par semaine pendant 10 semaines. Le tout débute le lundi 26 janvier et si l'offre vous intéresse, contactez le 514-356-3226, poste 229. Luminothérapie se poursuit. Jusqu'au 1er février, le quartier des spectacles se transforme en musée à ciel ouvert et invite un public de tous âges à vivre une expérience interactive dans une ambiance hivernale festive sur la place des festivals et sur 8 façades de vidéoprojection du quartier des spectacles. C'est tout à côté de la place des Arts et les œuvres peuvent être visitées gratuitement tous les jours. Pour une sortie en famille, la Maison de la Culture Rosemont-Petite-Patrie vous invite au spectacle Bête ou ne pas bête, le vendredi 30 janvier à 19h. Une animalerie hors norme peuplée de 3 musiciens,
4 fables de La Fontaine sont remises au goût du jour. Un spectacle pour les 5 ans et plus. Des laissez-passer gratuits sont disponibles à la Maison de la Culture Rosemont-la-Petite-Patrie, située sur la rue de Lorimier. Et pour en savoir plus, téléphonez au 514-872-1730. Bien jouer dehors, c'est l'invitation que lancent les organisateurs de la 32e Fête des Neiges de Montréal qui se déroule les samedis et dimanches jusqu'au 8 février. Les familles sont invitées à profiter d'une multitude d'activités pour tous les goûts dans le décor féerique du parc Jean-Drapeau. Les horaires sont le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h. Pour connaître l'ensemble des activités, consultez le site parcjeandrapeau.com. Voilà qui complète cette édition du Bulletin, Mesdames et Messieurs. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site Internet tcftv.ca et également consulter nos pages Facebook.